Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Les derniers développements militaires et politiques à Gaza. Plus de 750 journalistes signent une pétition contre la couverture médiatique occidentale de la guerre à Gaza. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui les invités suivants. Avec nous tout d'abord le docteur Edmond Gharib, expert, chercheur et professeur universitaire américain d'origine libanaise à l'université de Georgetown, Elliott School of International Relations. Parmi nous également, Mark Albert, récipiendaire d'un prix international de journalisme d'investigation avec CBS News et Hearst TV. Mark Albert est aujourd'hui spécialiste en communication et enseigne le journalisme d'investigation dans plusieurs universités internationales. Nous joindrons également en visioconférence Giorgio Cafiero, PDG de Gulf States Analytic. Il est chercheur en sécurité nationale et professeur adjoint à l'université de Georgetown et à l'American Security Project. Et comme à l'accoutumée avec nous, notre chroniqueur Georges Lindrit, président de Frontiers of Freedom, qui est un institut de recherche en politique publique. Je vous souhaite la bienvenue, messieurs. Lors de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer les derniers développements de la guerre à Gaza qui oppose Israël au Hamas. Nous verrons si le moment est venu de faire taire les armes et de mettre fin à cette guerre qui a fait des milliers de morts parmi les civils. Nous verrons le rôle joué par les États-Unis dans la conclusion de la trêve humanitaire destinée à évacuer les blessés et à acheminer de l'aide alimentaire aux populations civiles. Dans le même temps, le gouvernement américain marche sur une corde raide. Le président Joe Biden, son secrétaire d'État Anthony Blinken, le nouveau speaker de la Chambre des représentants Mike Johnson et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, tous soutiennent Israël. Pourtant, il y a des victimes dans les deux camps. En Israël, plus d'1 millier de familles pleurent leurs proches, disparus le 7 octobre. Plus de 240 personnes ont été prises en otage par le Hamas, dont des femmes et des enfants. Au moins 9 Américains et un civil, résidents permanents aux États-Unis, et des otages utilisés comme instrument d'échange pour un cessez-le-feu temporaire. Mais côté palestinien, plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont pris au piège de cette guerre sous des bombardements israéliens continus depuis le 7 octobre, et on compte parmi eux plus d'1,5 million de réfugiés. Ici aux États-Unis, 750 journalistes américains ont signé une pétition contre la couverture médiatique occidentale biaisée de cette guerre. Mais avant d'entamer notre débat, je vous propose de regarder ce reportage sur la situation en Israël. Après des semaines de bombardements massifs, une trêve humanitaire dans la bande de Gaza a vu le jour. Une trêve qui a été réclamée depuis de nombreuses semaines par les instances internationales et les associations humanitaires. Cette trêve humanitaire constitue une pause dans les combats et une occasion de reprendre son souffle, de compter les pertes et de penser les blessures. La bande de Gaza affligée a besoin d'eau, de nourriture, de médicaments et d'approvisionnement en énergie nécessaire au fonctionnement des générateurs. En effet, le déplacement massif des habitants de la bande de Gaza n'est pas différent à ce que leurs ancêtres ont vécu lors de la Nakba de 1948. Parallèlement à la guerre et au langage des armes, la scène politique israélienne est en feu et les visions et les propositions s'opposent entre les exigences de poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas et un pragmatisme qui estime que la politique de vengeance n'aura pas moins de conséquences sur la société israélienne que sur les habitants de Gaza. Le nombre de morts dans les rangs de l'armée israélienne augmente et les voix s'élèvent réclamant le départ de Benyamin Netanyahou. Quant à ce dernier, il voit dans cette guerre une issue et une solution au complexe du Hamas. Et il compte sur la victoire sous toutes ses formes pour injecter l'élixir de vie dans sa carrière politique.
En outre, Netanyahou est conscient qu'avec la libération de chaque prisonnier, la rue israélienne marquera un point positif pour lui. Il se rend également compte que la sortie victorieuse de ses forces de Gaza le placera dans la position de leader national et coupera la route à ceux qui se cachent derrière lui. Aux États-Unis et à l'échelle internationale, les discussions sur une solution à deux États se multiplient et les cercles de décision politique sont de plus en plus convaincus que l'éradication d'une telle crise ne sera pas possible sans la création d'un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec Al-Quds Est comme capitale. En fait, la guerre de Gaza n'a pas commencé le 7 octobre 2023, mais son déclenchement a eu lieu lorsque les Palestiniens ont quitté leur maison et les colons israéliens ont pris leur place. Docteur Harib, les Nations Unies ont déclaré à plusieurs reprises que la pénurie de carburant et le blocage de l'aide alimentaire accentuent la catastrophe humanitaire. Brett McGurk, coordinateur du président Biden au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a déclaré que le Hamas doit libérer davantage d'otages en échange d'une augmentation significative de l'aide à Gaza et de l'arrêt des combats. Il a déclaré, je le cite, « L'aide humanitaire augmentera et les combats seront suspendus lorsque les otages israéliens seront rendus à leurs familles. » Les États-Unis ont-ils raison d'exiger la libération des otages en échange de l'aide humanitaire? Les États-Unis n'ont pas du tout raison sur ce point. La punition collective infligée à la population de Gaza constitue une violation du droit international humanitaire et un crime de guerre. Tout comme la décision du gouvernement israélien de priver la population de Gaza de carburant, d'eau et de médicaments. Les avions israéliens ont bombardé les hôpitaux, les boulangeries et la plus vieille église au monde. Tout cela constitue une punition collective et des crimes de guerre. Et je crois que lorsque les États-Unis décident de soutenir ou de fermer les yeux sur les pratiques d'Israël, cela aura des conséquences négatives pour l'administration et la politique américaine. Et pour les intérêts américains également, non seulement au Moyen-Orient, où règne une immense colère, mais aussi au niveau mondial, surtout à l'heure où l'on assiste à des changements majeurs dans les relations entre les grandes puissances, avec le retour de la Russie sur la scène internationale et l'émergence de la Chine en tant que grande puissance. Ces relations seront liées à tout ce qui se passe de nos jours. George, l'avis du docteur Harib est partagé par le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, qui a critiqué le fait de lier la libération des otages à l'aide humanitaire. Je cite ses propos. « Il n'est pas acceptable qu'Israël lie l'aide humanitaire à la libération des otages. Israël détient en otage plus de 2 300 000 Palestiniens. » Fin de citation. Il s'agit ici de toute la population de Gaza. En fait, 10 Américains sont retenus en otage par le Hamas. Alors, selon vous, les États-Unis ont-ils raison de lier cette aide à la libération des otages? Well, I think it's an interesting question because I tend to agree the idea that we need to distinguish between Hamas and the Palestinians, in that Hamas, I think, has blood on its hands, and the average Palestinian. Je pense qu'il s'agit d'une question importante car j'ai tendance à faire la différence entre le Hamas et les Palestiniens. Le Hamas est accusé de crimes alors que le peuple palestinien ne l'est pas. Nous avons de nombreux exemples à cet égard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons réussi à vaincre l'Allemagne nazie, mais nous n'avons pas éliminé les Allemands. Nous avons également vaincu l'Empire japonais, mais nous n'avons pas éradiqué les Japonais. D'ailleurs, ils sont désormais nos alliés. Alors la question qui s'oppose est la suivante. Comment pouvons-nous équilibrer les différences et trouver des moyens de ne pas tomber dans un sentiment de culpabilité collective? En même temps, je comprends pourquoi il y a un refus de fournir un soutien qui pourrait aider le Hamas à rassembler ses capacités. Il y a une différence entre l'aide humanitaire et d'autres aides et nous devons veiller aux deux. D'un autre côté, c'est bien de voir qu'il y a des pressions pour apporter du soutien, mais nous devons appliquer la même pression pour libérer les otages. Je ne sais pas si la question est unilatérale, alors si nous soucions des innocents et des civils, nous ne devrions pas faire de différence.
only one-sided. I think if you care about individuals and people and innocence, you got to care about all of them. Absolutely. Dr. Ghalib, le chancelier allemand Olaf Scholz a informé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de la nécessité d'atténuer la crise humanitaire à Gaza. Les États-Unis et les Nations unies ont appelé à maintes reprises à une trêve humanitaire, mais Israël a mis beaucoup de temps à répondre. Les États-Unis et l'Occident exercent-ils suffisamment de pression sur Netanyahou? Que devraient-ils faire exactement? Écoutez, il est clair que ces pays n'exercent pas suffisamment de pression. Même si nous commençons à constater un certain changement au niveau des orientations de certains pays européens et alliés des États-Unis, et même au sein des États-Unis, nous constatons un changement dans le discours utilisé par la Maison-Blanche. Par ailleurs, le président Macron, qui restait un ardent défenseur d'Israël et s'y rendait pour lui exprimer son soutien, a désormais changé de ton et commence à exiger un cessez-le-feu permanent et non temporaire, ainsi que l'envoi d'aide humanitaire aux habitants de Gaza. De même, le chancelier allemand Scholz a également changé de position et en Grande-Bretagne, un responsable gouvernemental a été démis de ses fonctions en raison de son langage, qui impliquait la déshumanisation des Palestiniens et non du Hamas. Je pense que nous le voyons également aux États-Unis à travers des positions comme celle du sénateur Bernie Sanders, qui s'était opposé à l'appel d'un cessez-le-feu permanent et qui semble maintenant avoir changé de position. Nous avons vu pour la première fois l'opinion publique américaine, selon un sondage de NRP, qui montre que 38% des Américains soutiennent Israël, tandis que 48% expriment leur soutien au peuple palestinien. Cela ne s'est jamais produit auparavant, car les Américains ont toujours tendance à soutenir Israël. Georges, permettez-moi d'approfondir notre débat. Il existe également des pressions venant de l'intérieur des États-Unis, notamment des universités américaines, et il y a eu aussi de grandes manifestations devant le siège du Parti démocrate. Les responsables américains entendent-ils les appels de l'opinion publique à négocier une trêve humanitaire durable avec Israël et le Hamas? Well, I think that we're hearing from various voices, and so I think they're being listened to. I think the question obviously is when someone says they're being listened to. Je pense que nous entendons d'une manière quotidienne plusieurs visions différentes. Cela ne signifie pas que nous convenons que nos visions sont acceptables et que les choses finiront par un consensus. Entre donner et recevoir, il faut trouver une solution. Parfois, certaines parties pensent que leurs opinions ne sont pas entendues et la solution est de se retrouver à mi-chemin. Ce qui peut s'avérer impossible, c'est l'une des parties adopte l'idée d'anéantir Israël. Alors est-il permis de négocier avec ces slogans alors que les discussions tournent autour d'un nettoyage ethnique? La même position s'applique à l'idée d'anéantir les Palestiniens et ce que nous devons faire, c'est être plus précis de ce que nous voulons réaliser. Bien entendu, je suis d'accord sur la nécessité d'éliminer le terrorisme, mais sans impliquer des innocents dans cette affaire. Dr. Ghalib, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a déclaré que le cabinet de guerre israélien avait accepté d'autoriser l'entrée quotidienne à Gaza de 2 camions chargés de carburant. Et tout le monde a constaté que cette décision était intervenue alors que les Nations unies étaient empêchées de livrer de l'alimentation et d'autres aides humanitaires et que pour cette raison, Internet et tous les services téléphoniques étaient coupés dans la bande de Gaza, faute de carburant. Les Nations unies ont mis en garde contre une famine généralisée et ont déclaré que la plupart des habitants de Gaza n'avaient plus accès au minimum alimentaire et à l'eau potable. Alors, quelles sont les mesures qui pourraient constituer une solution à court terme?
Le Qatar a déclaré qu'il y avait certains pas en vue. Les principales difficultés sont logistiques. Alors, que devons-nous faire exactement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la chose la plus importante dont nous avons besoin immédiatement est un cessez-le-feu. L'entrée d'aide humanitaire et l'ouverture du point de passage de Rafah. Israël doit permettre l'entrée immédiate de l'aide humanitaire. Cependant, il veut désormais s'assurer que l'aide soit inspectée avant son arrivée. Il ne s'agit pas seulement d'autoriser 2 camions-citernes de carburant par jour pour près de 2,5 millions de personnes dans la bande de Gaza. Il faut également autoriser l'entrée de l'alimentation et de médicaments. Israël a détruit 3 bâtiments de l'hôpital à Shifa en saisissant du matériel médical coûteux. Toutes ces pratiques sont totalement inacceptables. Et nous avons vu des organisations telles que Human Rights Watch et Amnesty International dire que ce que fait Israël constitue des crimes de guerre. Il faut donc parvenir à un cessez-le-feu, garantir l'aide humanitaire et libérer les otages détenus à Gaza, quelle que soit leur identité, d'autant plus qu'ils comprennent un grand nombre de civils innocents, hommes, femmes et enfants. Il y a également des détenus palestiniens dans des prisons israéliennes, notamment des femmes, des enfants et des hommes, sans aucun procès judiciaire. Et leur nombre atteint actuellement des milliers de personnes. C'est triste, mais la plupart des victimes de cette tragédie sont des innocents. George, parmi les conséquences diplomatiques de cette guerre pour les États-Unis, il y a un risque non négligeable d'y laisser notre intégrité et notre leadership vis-à-vis des pays du Sud, y compris en Afrique. De nombreux indices montrent que les gouvernements africains, les forces politiques, mais aussi les populations soutiennent la cause palestinienne et sont horrifiés par la campagne militaire israélienne. Alors, risquons-nous en retour de voir déferler une vague d'anti-américanisme en Afrique et dans le monde arabe si cette guerre continue? Well, I suspect it depends how much we are seen as the cause or the reason for something going on. Écoutez, cela dépend de l'étendue des recherches sur les causes et les motivations de ce qui se passe, mais en même temps, il faut prendre en compte des exemples comme des pays qui savent bien concilier les choses, comme le Maroc, qui est un pays qui comprend une population musulmane, mais il y a aussi des chrétiens et un nombre important de juifs qui vivent ensemble dans la paix et la sécurité. Je pense que le Maroc est le plus capable de jouer un rôle pour arranger les différends. L'histoire confirme son rôle quant à la coexistence religieuse et à la tolérance. De même, les Marocains ne sont jamais entrés dans un conflit ethnique. En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre du Maroc ou du roi du Maroc, qui rend des services tout aussi inspirants, et même son père et son grand-père qui ont réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à protéger les Juifs de l'Allemagne nazie et ont refusé de les abandonner en tant que citoyens marocains. Je pense qu'il s'agit d'un excellent exemple. Si nous pouvions formuler un projet à l'échelle internationale, nous serions dans une meilleure position. J'espère vraiment que les États-Unis y parviendront. Si nous remontons dans le temps, nous constaterons que nous avons essayé autant que possible de parvenir à la réconciliation. D'ailleurs, je ne veux pas que les États-Unis donnent l'impression de se soucier d'un parti ou d'un autre, car tout le monde est égal selon la Déclaration des droits de l'homme. Persist in that approach because I don't want America to be seen as we're only for some people. Yes. We like humans.
Humans have inalienable rights. Our Declaration of Independence says so. En fait, les opinions publiques aux États-Unis et dans le monde sont de plus en plus choquées par cette guerre et des pays comme le Maroc prouvent que la coexistence pacifique de différentes communautés et religions est possible. Alors comment peut-on inciter les pays africains à suivre ce modèle marocain ? Le point que Georges vient d'évoquer à propos du rôle du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le royaume a assuré la protection des Juifs, est très important. Comme Georges l'a mentionné, le Maroc est une terre de tolérance et un berceau de rencontres de civilisation, où les gens vivaient ensemble, quelle que soit leur religion. D'ailleurs, cette guerre n'est pas une guerre de religion, mais elle a une dimension religieuse et une dimension nationale. Cette guerre est essentiellement une guerre coloniale. Si vous deviez conseiller des pays africains comme le Maroc, que diriez-vous à leurs dirigeants sur la manière de communiquer leur vision pour trouver une issue à cette crise ? Je ne sais pas, mais si je peux suggérer, je suggérerais essentiellement que le Maroc exige l'arrêt des combats à Gaza, un cessez-le-feu, l'entrée d'aide et la libération de tous les otages. Après cela, même si ce scénario sera extrêmement difficile, voire impossible, il faudra revenir à l'idée d'une solution à deux États. Les États-Unis se sont à nouveau engagés en faveur de cette solution après être restés silencieux pendant des années et avoir continué à dire que les États-Unis sont la seule partie capable de parvenir à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, et entre les Arabes et Israël en général. Parce que Washington jouit de la confiance des deux parties. Mais les trois dernières administrations américaines n'ont rien fait pour accomplir une telle mission. Les États-Unis viennent de revenir à l'idée d'une solution à deux États, mais les colons israéliens se sont emparés de près de 60% des terres de Cisjordanie. Alors, comment sera-t-il possible d'établir un État palestinien sous le contrôle de colons qui procèdent à un nettoyage ethnique dans plusieurs zones de Cisjordanie? C'est pourquoi je crois qu'il est tout aussi important que le Maroc, d'autres pays et les États-Unis assument la responsabilité de mettre fin à ces pratiques. Nous avons vu le sénateur Chris Van Hollen, même s'il est minoritaire, exige que des lignes rouges soient placées sur l'aide américaine à Israël en fonction de ces pratiques. Nous avons entendu également une opinion similaire de la part du sénateur Bernie Sanders. Et je crois que c'est une solution que nous souhaitons davantage actuellement. C'est tout à fait vrai. En fait, les États-Unis utilisent le même discours qu'avant la guerre. À cet égard, je vais vous citer les propos du conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il a déclaré ce qui suit, je le cite. « Les principes de base de la route à suivre sont simples. Pas de réoccupation de Gaza, pas de déplacement forcé du peuple palestinien. Gaza ne pourra plus jamais être une base pour le terrorisme à l'avenir. Le territoire de Gaza ne sera pas réduit. » Fin de citation. Ce sont donc des principes de base annoncés par l'administration Biden et ils sont justes et légitimes. Mais les États-Unis et les autres dirigeants arabes sont-ils capables de faire pression sur Israël pour qu'il les accepte ? C'est un point très important. Premièrement, ce que dit Jake Sullivan aujourd'hui est différent de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Cependant, ce qu'il a dit et ce que l'administration américaine a déclaré constitue un pas en avant très important. En même temps, je pense que vous avez raison. Les États-Unis sont non seulement capables de faire pression sur Israël s'ils ont la volonté, et si la décision est prise, mais comme vous l'avez dit, cela est difficile. D'abord, il y a des élections à venir. Il sera donc très difficile pour l'administration Biden, qui espère obtenir le soutien des amis d'Israël aux États-Unis, d'exercer des pressions sur Tel Aviv.
Dans le même temps, l'administration Biden est sous pression au sein du Parti démocrate et l'opinion publique américaine évolue également. Le peuple américain suit ce qui se passe à Gaza et n'aime pas ces développements. En outre, des diplomates américains au département d'État et à l'étranger ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de la politique américaine de soutien à Israël sur les intérêts nationaux américains et sur l'image des États-Unis à l'étranger. Par conséquent, je dis que les États-Unis peuvent faire pression sur Israël, car ils lui fournissent une aide militaire et financière qui atteint 14 milliards de dollars, ce que Biden a demandé au Congrès. Les États-Unis peuvent donc exercer leur influence auprès d'Israël. Mais le feront-ils? C'est ça la question qu'on doit se poser. Docteur Harib, Gaza a besoin de gouvernance. Alors pouvez-vous nous dire en moins d'une minute ce qui pourrait se passer après le cessez-le-feu, la libération des otages et l'élimination du Hamas? Comment revenir à la paix? Je crois qu'il s'agit d'un domaine dans lequel la communauté internationale peut jouer un rôle, en collaborant d'abord avec Israël et les gouvernements arabes, pour mettre un terme au massacre de Palestiniens, y compris les enfants dont le bilan atteint plus de 5000 enfants lors de cette guerre. Puis, il faudra déployer de sérieux efforts, y compris toutes les parties, pour tenter de parvenir à une solution. Le journaliste Thomas Friedman a proposé un plan d'action qui commence par l'arrêt de la guerre, puis le retrait de colonies de Cisjordanie, ce qui est extrêmement difficile. Et si quelqu'un peut le faire, ce sont les États-Unis. Merci, Dr. Harib. Merci, George Landwit. Après une courte pause, nous parlerons de la couverture médiatique américaine de la guerre à Gaza. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans cette seconde partie, nous allons parler de la couverture médiatique américaine de la guerre à Gaza. Est-elle pro-israélienne et risque-t-elle de profiter au Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste? Certains disent que le problème n'a rien à voir avec le Hamas, mais plutôt avec les milliers de civils qui ont été tués et blessés par les bombardements israéliens. D'autres estiment qu'il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux. Alors, avant d'entamer la discussion, regardons ce reportage de notre correspondante Jeanne Mansour. Pendant que les combats font rage à Gaza et les obus et les missiles tombent sur les civils, le secteur des médias aux États-Unis, comme dans le monde entier, était témoin d'une guerre des mots et des images. Une guerre dont l'importance et les objectifs ne sont rien de moins que les affrontements militaires. À New York, un groupe de militants des droits de l'homme aux États-Unis a envahi le siège central de Fox News Channel, brandissant des slogans exigeant que la chaîne améliore l'équilibre de sa couverture médiatique. Au niveau national américain, plus de 750 journalistes ont signé une pétition contre la couverture médiatique américaine de la guerre à Gaza. Couverture biaisée en faveur de la thèse israélienne à travers la diffusion de mensonges et de messages trompeurs qui séparent le téléspectateur américain de la vérité sur ce qu'il considère comme des massacres systématiques commis contre des enfants, des femmes et des personnes âgées palestiniennes.
Aux États-Unis, où la liberté d'expression est garantie par un texte constitutionnel clair, le fait de décrire ce qui se passe à Gaza est devenu une ligne rouge, selon les responsables de certains organes de presse. La pétition est une réponse à la culture de la peur qui s'est répandue dans les rédactions et dans laquelle de nombreux professionnels des médias ont perdu leur emploi. Certains la décrivent comme un soulèvement des journalistes américains contre les préjugés et la déformation des faits. La question qui se pose dans la communauté des écrivains, des rédacteurs, des chefs de rédaction et des correspondants n'est pas de savoir si le Hamas ou Israël ont raison, mais plutôt par l'exigence d'adhérer au professionnalisme et d'écrire les choses telles qu'elles sont, sans parti pris ni distorsion de ce qui se passe sur le terrain à Gaza. Jihan Mansour, depuis l'intérieur de l'édifice national de la presse, Média 1 TV, Washington. Pour discuter de ce sujet, je vais commencer avec Giorgio Cafiero, qui est avec nous aujourd'hui depuis la Californie. Giorgio, plus de 750 journalistes américains ont signé une pétition condamnant les attaques israéliennes contre Gaza, attaques qui ont d'ailleurs causé la mort de nombreux journalistes. Les signataires ont également critiqué la couverture médiatique occidentale de la guerre. La pétition inclut des journalistes de Reuters, du Los Angeles Times, du Washington Post et du Boston Herald. Permettez-moi de citer un extrait de cette pétition. Les rédactions sont responsables du discours inhumain qui vise à nettoyer ethniquement les Palestiniens. Fin de citation. Alors ce message peut-il influencer les reportages des médias américains? Merci de m'avoir invité dans le cadre de votre émission. Cette pétition explique à quel point de nombreux journalistes et professionnels dans des médias américains sont devenus extrêmement frustrés par la couverture médiatique américaine de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, ainsi que de la situation en Cisjordanie. Nous savons tous que depuis de nombreuses années, voire des décennies, les grands médias ont un parti pris en faveur d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui à une époque où le nombre de journalistes disposés à parler franchement augmente, depuis que la démocratie est devenue la devise dans notre pays et dans le monde des médias. À travers les réseaux sociaux, dont le monde a pu suivre les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien. De ce fait, ces journalistes disent à travers cette pétition « Ça suffit, il y a des limites à tout et nous ne restons pas silencieux ». Je vais vous donner ici un exemple. Il existe de nombreuses preuves provenant d'organisations de défense des droits de l'homme et d'autres organisations et groupes qui prouvent qu'Israël est coupable d'avoir commis le crime de nettoyage ethnique. Mais si vous suivez les médias officiels, vous ne constaterez pas qu'ils utilisent ce terme du tout. Je pense donc que ces journalistes disent que nous voulons préserver le professionnalisme au niveau du journalisme. Giorgio, pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous considérez comme des couvertures médiatiques injustes ou déséquilibrées? Écoutez, il existe une quantité énorme de fausses informations et de désinformations. L'exemple significatif est le fait que de nombreux médias officiels présentent les déclarations de l'armée israélienne telles qu'elles sont, alors qu'il existe de nombreuses preuves que l'armée israélienne ment tout le temps. De ce fait, je crois que tout journaliste qui respecte l'éthique professionnelle ne devrait pas transmettre ces déclarations de cette manière. De même, lorsque le ministère de la Santé de la bande de Gaza évoque le nombre de morts à la suite des bombardements israéliens, les médias américains y ajoutent la phrase suivante. Le ministère de la Santé est dirigé par le Hamas juste pour tenter de remettre en question la crédibilité des chiffres du ministère. Alors que les précédents affrontements d'Israël dans la bande de Gaza ont montré que les chiffres publiés par le ministère de la Santé de la bande de Gaza concordaient entièrement avec les chiffres des Nations Unies.
et d'autres organisations non palestiniennes, de sorte qu'ils ont été confirmés comme étant exacts. Alors, malgré l'exactitude des données du ministère de la Santé à Gaza, les médias américains ne cessent d'ajouter l'expression suivante. Ministère de la Santé dirigé par le Hamas. La question ici est de savoir pourquoi ces médias n'ajoutent pas l'expression « le ministère dirigé par la coalition du parti Likoud en Israël ». La réponse est non. Nous ne pouvons pas voir cela dans nos médias officiels. Permettez-moi également d'ajouter que le langage utilisé dans la présentation des infos aux États-Unis est très biaisé. Lorsque nos médias parlent des Israéliens qui ont été attaqués et tués par le Hamas le 7 octobre, ils disent que le Hamas a tué ces Israéliens. Et lorsqu'ils parlent des massacres à Gaza, les médias américains utilisent l'expression « ils ont perdu la vie pendant la guerre à Gaza ». Il s'agit d'une couverture médiatique biaisée. Des exemples très éloquents. Je vous remercie, Giorgio. Je me tourne à présent vers Mark Albert, qui se trouve avec nous sur ce plateau. Mark est un journaliste vétéran de CBS News et de Us TV, et il a également travaillé comme correspondant pour plusieurs médias américains dans de nombreuses régions des États-Unis. Alors Mark Albert, les médias américains sont-ils vraiment pro-israéliens ou les signataires de la pétition tentent plutôt de les influencer pour qu'ils fournissent une couverture médiatique plus favorable aux Palestiniens ? J'ai lu cette pétition et j'ai été étonné du nombre de signataires. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu auparavant à ce niveau. Une pétition similaire avait déjà été présentée au lendemain de la guerre en Irak, mais plusieurs mois après son début. Mais cette pétition a été signée 6 semaines après la guerre à Gaza. Par conséquent, cela doit être pris très au sérieux. Et l'un de ses objectifs est de mettre les services de presse au défi de reconsidérer leurs décisions et de voir s'il est nécessaire d'apporter des changements qui préserveront nos principes d'impartialité et de couverture médiatique équitable. Je constate que la grande majorité des médias américains couvrent équitablement la guerre à Gaza. Votre invité vient de poser quelques questions sur les préjugés et je n'essaierai pas d'en expliquer les motivations. Mais certaines d'entre elles peuvent être dues à l'inexpérience ou à des erreurs et pas nécessairement à des motivations réelles. Permettez-moi de dire que les journalistes ont du mal à couvrir cette guerre et cela rend extrêmement difficile l'accès immédiat aux faits réels. Dans la même veine, nous constatons l'existence d'un risque majeur car le Comité pour la protection des journalistes a recensé la mort de 48 professionnels des médias depuis le début de la guerre à Gaza, dont 43 Palestiniens, 4 Israéliens et un Libanais. De plus, 3 journalistes sont actuellement portés disparus, 13 journalistes ont été arrêtés et 9 autres ont été blessés. Alors, comparons ces chiffres à l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur une période de 21 mois. Le comité a dénombré 17 journalistes tués en 21 mois. Ainsi, nous sommes confrontés à un environnement extrêmement dangereux pour les journalistes et l'une des règles du journalisme professionnel est que le journaliste couvre depuis les lieux des événements et surveille ce qui se passe de ses propres yeux. Il ne s'appuie pas sur les déclarations de Tzahal, du ministère de la Santé de Gaza ou du Hamas, car les journalistes doivent vérifier ce qui se passe de près. Cela est devenu presque impossible pendant les 6 semaines de la guerre à Gaza. Si vous êtes un journaliste étranger, par exemple, vous ne pouvez pas entrer à Gaza, mais il y a quelques jours, Tzahal a autorisé les journalistes accompagnés d'unités à entrer avec eux à Gaza. J'ai déjà accompagné à 2 reprises les forces américaines en Irak. Mais Israël exige que ce qu'un journaliste filme doit passer par l'étape de l'approbation ou la désapprobation de diffusion. Ces journalistes ne peuvent pas se déplacer seuls à Gaza. Giorgio, la pétition dit que les journalistes devraient utiliser les mots apartheid, nettoyage ethnique et génocide pour décrire le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. Le fait de signer la pétition était une décision audacieuse et risquée car certains de ces journalistes ont été licenciés ou ont suscité des réactions très négatives de la part de leur rédaction. Alors, est-ce la peur qui pousse les journalistes à adopter une position si partiale ou est-ce simplement la conviction d'avoir raison?
Certes, nombreux sont ceux qui, dans les médias officiels, craignent de perdre leur emploi s'ils disent que ce soit sur le conflit entre Israël et les Palestiniens. Mais cette question n'est pas seulement liée à la tendance des journalistes à éviter tout ce qui met leur emploi en danger, mais aussi à leur aspiration à des promotions dans le domaine médiatique. Pour y parvenir, beaucoup ont recours à la ligne éditoriale israélienne comme moyen de progresser dans leur avenir professionnel dans les médias. Mais bien sûr, il y a des journalistes américains qui sont attachés au professionnalisme journalistique et leur couverture médiatique est basée sur les faits réels. Ils ne se soucient pas des opinions de l'élite américaine. Il existe également de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme qui ont décrit Israël comme un État pratiquant l'apartheid. Et tous ceux qui souhaitent mener un dialogue juste et honnête reconnaîtront qu'Israël est un État d'apartheid et que cela ne devrait pas être interdit. Si nous remontons à 1949 et 1948 et rappelons le souvenir de la Nakba, il y a une quantité énorme de preuves de la pratique de nettoyage ethnique par Israël contre les Palestiniens. L'utilisation du terme nettoyage ethnique ne devrait pas être interdite lorsque nous parlons de l'expansion des colonies israéliennes. Et ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. En ce qui concerne le génocide, regardons les déclarations émises par les Israéliens. La campagne actuelle à Gaza ne vise pas à éradiquer le Hamas. Si l'on prend en compte les déclarations de ces responsables qui parlent de la destruction complète de toute la communauté des Gazaouis, et tandis que les États-Unis et d'autres pays européens ne cessent de condamner la politique du gouvernement chinois et l'accusent confortablement d'avoir commis un génocide. Le président Biden lui-même a accusé la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Alors, pourquoi nous trouvons inacceptable d'accuser Israël de poursuivre une politique de nettoyage ethnique ? Des termes qui suscitent la controverse. Merci Giorgio. Nous allons maintenant écouter le point de vue de quelques citoyens recueillis dans les rues de Washington. La vie de nombreux innocents civils en Palestine, à Gaza, est en danger. C'est inacceptable et cela doit cesser. Si vous regardez CNN, Fox News ou la BBC, vous constaterez une certaine couverture biaisée. Je crois que la couverture médiatique américaine de la guerre à Gaza est biaisée en faveur d'Israël. Ils doivent examiner tous les aspects auxquels tout le monde est confronté dans cette guerre. La couverture médiatique de la guerre à Gaza est difficile à suivre, d'autant plus que des personnes sont tuées sans aucune assistance. Nous prions pour la population de Gaza et pour le succès de cette trêve humanitaire. Quant aux médias américains, je pense qu'ils sont partiaux en faveur d'Israël. Je pense que la couverture médiatique ne se soucie pas autant de la destruction à Gaza qu'elle couvre ce qui s'est passé au sein d'Israël. Alors, le problème est que certains journalistes versent parfois sans le vouloir dans la propagande. Ils essayent d'aller au fond des choses, mais ils ne maîtrisent pas la question, ne sont pas sur le terrain, n'y ont pour la plupart jamais été, comme le soulignait Marc Albert. Alors, vous connaissez les rédactions des chaînes d'information et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Quelles sont les raisons qui poussent les médias à couvrir cette guerre à distance et si loin du professionnalisme qu'exige le métier ? Vous avez évoqué le point des informations erronées avec de fausses informations. Je suis revenu il y a quelques jours d'une formation au cours de laquelle j'ai formé des journalistes au Vietnam sur la vérification des faits. L'une des sessions consistait à éviter les fausses informations, à repérer les fausses images, vidéos et alerter les téléspectateurs. Je n'ai jamais travaillé dans n'importe quelle rédaction américaine, qu'elle soit locale ou nationale, où nous discutons comment transformer un reportage pour servir un parti dans le but d'influencer l'opinion publique. Cela arrive-t-il dans certaines institutions médiatiques ? Oui, certainement. Mais au sein des médias officiels américains dont j'ai travaillé, nous n'avions jamais évoqué un tel point.
Je dis que la plupart des journalistes américains, voire 90% d'entre eux, s'engagent à essayer de rendre l'information juste, complète, exacte. Mais comme je l'ai mentionné, ce conflit est unique parce qu'il n'y a pas d'accès direct à de nombreux faits. Nous n'avons pas de journalistes sur le champ de bataille qui collectent eux-mêmes les informations exactes. Mais les médias américains, en général, s'efforcent d'obtenir une couverture médiatique solide dans des circonstances très difficiles. Il y a une différence entre l'opinion et l'information. Des organisations telles qu'Associated Press, ABC, NBC et Fox News tentent toutes d'accéder à l'actualité le plus rapidement possible. Elles ont parfois l'obligation de fournir des comptes rendus détaillés. Ces contraintes ne sont-elles pas quelque part la cause du problème ? Bien entendu, cela pose un aspect du défi. Quand le temps disponible pour un rapport est d'1 minute et demie pour couvrir les derniers développements du conflit, comment peut-on remonter 60, 40, 20 ou 1000 ans d'histoire pour ajouter le contexte historique de ce qui se passe ? C'est quasiment impossible au journal du soir et qu'on ait 1 minute et demie ou des dizaines de centimètres sur un journal. Cela deviendra extrêmement difficile. Le journaliste pourra peut-être ajouter un contexte historique à la fin de l'article. Mais il y a une erreur que commettent les médias et le système éducatif américain qui n'explique pas la différence entre l'information et l'opinion. Par conséquent, certaines personnes ont tendance à penser que tout ce qui est diffusé est constitué d'opinions et que des préjugés se glissent dans chaque heure d'émission ou dans chaque page du journal. Si vous regardez les principaux journaux des États-Unis, vous trouverez une section d'actualité et à la fin, des éditoriaux et une section d'opinions et de commentaires. Comme nous l'avons dit, tout dépend du système éducatif. Giorgio, la pétition invitait les médias à utiliser des termes forts et controversés tels que génocide, apartheid ou nettoyage ethnique pour décrire le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. De nombreux rapports indiquent que les États-Unis et la plupart des pays occidentaux classent le Hamas comme une organisation terroriste. Les deux camps tentent de courtiser les médias et de jouer le rôle d'arbitre pour marquer des points en leur faveur dans ce conflit. Oui, tout le monde sait que telle est la position des États-Unis, de l'Union européenne et d'un certain nombre d'autres pays, tandis que d'autres pays puissants comme la Russie et la Chine ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste. Du point de vue de Pékin et de Moscou, le Hamas est une organisation dotée d'une légitimité et qui représente les Palestiniens de Gaza. Ainsi, l'inscrire sur la liste des organisations terroristes a toujours été une politisation des choses. Et il faut ici noter que l'administration américaine ne reconnaît pas que la violence et l'agression exagérée pratiquées par les colons israéliens en Cisjordanie sont des actes de terrorisme. Et bien que nous sommes prompts à décrire l'Iran comme un État parrain du terrorisme, nous avons récemment vu le ministre israélien Ben Gvir livrer des armes aux colons israéliens et nous n'avons jamais vu Israël décrit comme un État parrain du terrorisme. Je ne pense pas que les États-Unis devraient changer leur description du groupe terroriste. Mais je crois que ces accusations de terrorisme sont toujours fondées sur des considérations politiques et que l'utilisation de la description du terrorisme découle toujours du point de vue d'un gouvernement particulier. Les journalistes sont confrontés à de nombreux défis. Marc Albert, mettez-vous maintenant à la place des journalistes. Vous lisez cette pétition et votre organisation pourrait faire un reportage sur la guerre. Cela va-t-il changer la philosophie de la couverture médiatique de votre agence ? Je pense que cela amènera certainement certains rédacteurs à devenir plus attentifs et à revoir certaines des expressions et du langage utilisés et même à revoir certains reportages. Deuxièmement, si vous lisez cette pétition, il ne vous reste plus qu'à écrire « Committee to Protect Journalists » et vous trouverez à la fin de la pétition un ajout disant que certains journalistes ont demandé le retrait de leur signature à la demande de leurs supérieurs. Par conséquent, je pense que dans certains cas, il peut y avoir un impact négatif
sur certains des signataires et que leurs patrons ne veulent pas que leurs signatures suggèrent que leurs organisations journalistiques ont un parti pris en faveur d'Israël. De ce fait, je pense qu'une autre issue possible serait des conséquences pour certains des journalistes qui ont signé la lettre. George Landrith, dans le monde des médias, il y a une presse conservatrice et une presse libérale. Et il semble qu'il y a une presse en faveur de Gaza et une autre en faveur d'Israël. Alors, la presse américaine a-t-elle choisi son camp dans sa couverture de la guerre à Gaza? When Mark was talking about some of the problems of not having access to first-hand. Marc Albert vient d'évoquer l'idée du manque d'informations. En fait, si nous regardons ce qui s'est passé le 7 octobre, nous serons entraînés dans ces atrocités, ce qui affectera bien sûr notre couverture médiatique et nous ferons oublier d'autres atrocités qui se produisent quotidiennement. Maybe there's other yikes things that are happening too, but you don't pay attention to that. So I think I'm not sure that the press is necessarily purposely sitting down and saying, okay, we're going to take this side or that side, but I think it can happen. And I think that's the key. Je ne suis pas sûr que les médias choisissent un parti plutôt qu'un autre, mais cela peut arriver parfois. Comme je l'ai déjà dit, les civils innocents doivent être séparés des autres et cela est crucial dans toute couverture médiatique. Cela contribuera à trouver des solutions appropriées. And I think that is critical. If we can do that, we're more likely to find solutions and get better information. Mark Albert, final question for you. Marc Albert, une dernière question. Vous avez parlé de la présence de journalistes embedded, c'est-à-dire qui accompagnent les forces israéliennes. Serait-il possible d'envoyer chaque jour un ou plusieurs journalistes à Gaza en les protégeant? Quelle est la réponse pratique pour une meilleure couverture médiatique et pour mieux comprendre la situation? Permettez-moi de vous raconter mon expérience d'accompagnement des forces américaines dans la couverture de la guerre en Irak. La dernière fois, c'était en 2011, au moment du retrait des forces américaines. Lorsque vous accompagnez une unité militaire, vous en dépendez pour la nourriture, le logement et la sécurité, et vous essayez d'être objectif dans votre couverture. Vous devez présenter toutes les photos que vous avez collectées à l'adjudant. S'il demande d'en supprimer une partie, vous devez répondre positivement. Ils disent que c'est pour assurer la sécurité. Oui, mais pour être honnête, j'accompagnais un des véhicules blindés pour combattre les explosifs. Et ils nous entraînaient là-dessus. Et ils nous ont dit qu'il y avait certains aspects technologiques dans ce véhicule blindé. Et si le plan incluait ces propos, nous devons supprimer l'intégralité du plan. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion en espérant être restés impartiaux dans cet épisode. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci également à nos invités, le Dr Gharib, Marc Albert et Giorgio Cafiero. Je remercie aussi notre chroniqueur George Landrith, notre correspondante Jeanne Mansour et toute l'équipe de préparation et de production. And all thanks from me to you, Mark Feifley. We'll see you on the next episode on Meti À très bientôt. TV.